Lancée vendredi 15 octobre 2010 à 0h GMT, la campagne électorale bat son plein. Malheureusement, l'on déplore le fait que de nombreux militants détruisent les affiches des candidats adverses. Ce fut le cas à Abidjan et à San Pedro. Les gens avaient besoin d'informations. J'avais besoin d'informations, de savoir ce qui se faisait sur le terrain. Donc on s'est posé la question de savoir comment est-ce que dans les autres pays, n'est-ce pas, qui sortaient d'une crise, comment est-ce qu'ils s'y sont pris avec les nouvelles technologies, comment est-ce que les nouvelles technologies ont pu apporter quelque chose dans la vie des internautes. Voilà. Donc on a pu identifier comme ça avec les divers échanges que nous menons avec nos partenaires et autres qui sont un peu partout dans le monde, qui nous ont soumis comme ça l'idée d'utiliser Ushahidi. Déjà pour superviser, pouvoir remonter les informations. Donc s'il y avait un événement qui se produisait quelque part, il y avait un souci quelque part, donc c'était de pouvoir remonter les informations. Mais c'était vraiment exclusivement dans le but d'informer. C'est ainsi que Akendewa lance la plateforme Wonzome. Wonzome, c'est un site internet www.wonzome.com. Une présence sur les sites de réseaux sociaux Facebook avec un groupe et Twitter avec le hashtag CIV 2010 pour Côte d'Ivoire 2010. Il s'agissait pour des uns et des autres d'envoyer soit un SMS, d'appeler ou d'envoyer un mail pour dire je suis à tel endroit, il y a tel problème, voici ce qui se passe, tout va bien, j'ai voté, les matériaux sont arrivés en retard, ou bien il y a tel problème ou tel problème. Donc on avait déjà commencé à encourager les Ivoiriens à participer d'une manière ou une autre. Donc il y avait ce qu'on appelle déjà la mobilisation citoyenne autour des élections. C'est vrai, ça n'a pas pris comme il fallait, mais on avait commencé déjà avec cette mobilisation citoyenne pour que chaque Ivoirien, chaque personne sur ce territoire se sent impliqué, engagé dans la sortie des crises. Parce que pour nous, les entrepreneurs ici, il fallait qu'on en sorte. Il fallait forcément en sortir. Deuxième tour des élections, la campagne devient de plus en plus violente. Les événements s'enchaînent alors, enfonçant le pays dans une crise sociopolitique sans précédent, opposant les candidats au deuxième tour, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Dans le quartier populaire d'Abobo à Abidjan, la presse ivoirienne annonce l'apparition d'un groupe armé qu'elle baptise Commando Invisible. Les premiers affrontements entre forces armées sont alors signalés. Je revenais d'une course à Angré et je voyais des milliers de personnes marcher en direction de deux plateaux chercher moyen de transport parce que faut dire qu'à la sortie d'Abobo, on avait Angré. Il n'y avait pas de moyen de transport parce que les gens avaient peur de rouler jusqu'à là-bas. Donc les gens étaient obligés de marcher jusqu'aux deux plateaux, avoir des moyens de transport et tout. Et dans la voiture, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour aider ces personnes-là? Et rien ne me venait en tête. Je me disais, bon, j'allais poser une action, peut-être donner un vêtement, donner du pain. C'est vrai que ça allait peut-être soulager dans l'immédiat, mais ça n'allait rien faire. C'était une action très minime. Et quand je suis rentré à la maison, de mon balcon, ça me torturait l'esprit à chaque moment. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et comme ça, j'ai vu un monsieur garer sa voiture en bas de mon parking et qui a commencé à distribuer de l'eau, qui donnait de l'eau aux personnes qui marchaient, qui donnait du pain, qui parlait avec eux, qui essayait d'échanger avec eux. Je me suis dit, bon tiens, voilà, moi je suis seul à la maison, j'ai mon frigidaire qui est rempli de nourriture, je suis tout seul. Ma femme n'étant pas là, qui était chez ses parents, je me suis dit, bon, je donne le minimum que j'ai, j'avais mon pain, les attiqués et tout. J'ai tout fait sortir de mon frigidaire, j'ai chauffé.
Et comme ça que j'ai rejoint le monsieur sur place en bas. Et avec lui, j'ai aidé à distribuer le pain, à distribuer de l'eau. J'ai attaché des sachets d'eau pour donner parce que c'était l'eau de l'eau ils avaient le plus besoin parce qu'après une grande marche comme ça, de l'eau était vraiment très important. Donc je suis allé chercher de l'eau à la boutique, on a acheté de l'eau, on a attaché des sachets d'eau à la maison, on a fait redescendre distribuer au fur et à mesure. Et le soir, quand je suis remonté, je me suis dit bon, à tout hasard, j'ai créé une chaîne de solidarité sur le net. On va voir ce que ça va donner. D'où est sortie la chaîne de solidarité sur Facebook. On a lancé l'appel, les gens ont répondu favorablement. Alors, j'ai lancé l'appel, je ne savais même pas comment j'allais organiser. Et c'est à l'introduction d'une personne, 3 personnes, 4 personnes, notamment William Tedja Aouma, à qui je dis un grand merci parce que c'était le premier à se déplacer, aller chercher le colis chez des personnes qui voulaient faire des dons. C'était celui-là qui mettait sa voiture à disposition. Ainsi de suite, les médecins se sont joints à nous, des pharmaciens. Et comme ça, le week-end qui a suivi, on a déposé des bâches. On s'est dit, bon, pour ceux qui n'ont pas pu donner au courant de la semaine, comme c'est un week-end, à cause du boulot, pourront éventuellement venir faire les dons sur place. Et c'est comme ça qu'on a fait ces tentes-là. Et les gens sont venus spontanément faire des dons. Le voisinage qui est venu demander qu'est-ce qui se passe, on a expliqué le concept. Le voisin nous a aidés, même le boutiquier du quartier. À chaque fois qu'on avait des collectes, qui nous donnaient du riz, des biscuits pour des enfants et tout. Ce groupe connaît aussitôt du succès sur Internet et enregistre très vite des centaines de membres. Vu que c'était Internet, il y avait d'abord la méfiance. Et pour nous, c'était d'aller rencontrer ces personnes-là. Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour venir vers nous. Et de les rassurer de vive voix. Parce que on ne sait pas qui se cache derrière Internet. On a vu ce que Internet aussi avait de mauvais comme arnaque. Donc pour nous, c'était de laisser nos numéros de téléphone personnels, rencontrer ces personnes-là, dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut faire. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? On partait chercher essentiellement des vêtements, de la nourriture de première nécessité, des médicaments de première nécessité, et puis surtout beaucoup d'eau, parce que sur les centres d'accueil, il y avait un problème d'eau, un problème d'hygiène, donc il y avait des produits de santé, des produits nettoyants comme de l'eau de javel, de l'omo, du savon. Les gens donnaient spontanément tout ce qui leur venait, tout ce qui leur passait sur la main. L'une des plus grandes fiertés d'Abdelkader Dia et ses amis est de soutenir les enfants orphelins du centre Canaan basé à Abobo, mais qui a dû délocaliser à Cocody. Le 7 mars, le journaliste et blogueur ivoirien Israël Yoroba est le premier à consacrer un article à ce mouvement de solidarité. Il évoque le déménagement forcé du centre Canaan. Profitant d'une accalmie, la responsable a quitté Abobo à pied avec une vingtaine d'enfants. Imaginez ces enfants dans le flot des adultes quittant la commune. Elle était constamment obligée de les appeler par leur prénom pour s'assurer qu'aucun ne s'était perdu. Par miracle, ils sont tous sains et saufs. Le Haut Commissariat aux réfugiés estime qu'environ 1 million d'Ivoiriens ont fui les combats et l'insécurité dans la seule métropole d'Abidjan, où vivent quelques 4 millions d'habitants. La violence a en effet gagné les autres communes de la capitale économique. La guerre tant redoutée est là. Les ex-rebelles sont rejoints par des membres des forces régulières qui se désolidarisent de Laurent Gbagbo. La nouvelle armée se place sous l'autorité d'Alassane Ouattara, qui la baptise Force républicaine de Côte d'Ivoire, FRC. J'ai reçu un poste. Une fillette avait pris une balle perdue alors qu'elle était dans l'enceinte de la maison. Donc, beaucoup de personnes cherchaient un médecin via Facebook. Et c'est comme ça qu'on m'a contacté pour me dire « Ah, il y a une fillette qui a reçu une balle perdue, on cherche un médecin, que faire ?» Et donc, j'ai donné les instructions. J'ai recherché des médecins qui étaient dans la zone. Et on a suivi le cas comme ça. On a réussi à la faire hospitaliser. J'ai appelé la mère de la fille et tout ça. Et donc, juste après la résolution de ce cas, je me suis dit, eh bien, dis donc, le besoin, il est là. C'était comme un hôpital. Il y avait des infirmiers spécialisés, des médecins et des non-médecins qui étaient là pour nous aider pour l'administration. Et donc,
Parmi les médecins, il y avait des spécialistes, il y avait des chirurgiens, il y avait des gynécologues, il y avait toutes sortes de spécialités. Et on offrait du conseil et des aides pour les différentes pathologies qu'on avait. Marie-France, aidez-moi. J'ai une amie qui habite le quartier bourgeois, qui est anémiée. Elle a besoin d'aide. Comment faire? Aurélie Carrel. On peut avoir plus de détails. L'anémie en elle-même n'est pas une urgence, sauf si elle présente d'autres signes, comme des difficultés respiratoires, des vertiges. Marie-France, oui, elle est dans le coma actuellement. Elle habite Marcory en face du marché. Aurélie Carrel. Coma, c'est plutôt par là qu'il fallait commencer. Inbox. La conversation continue dans la confidentialité, en message privé, d'où la mention inbox. Il fallait d'abord gérer le stress parce que vu la situation de guerre, il y avait beaucoup de stress. Et le stress en lui seul représente déjà un facteur non négligeable pour la santé. Donc il fallait conseiller les gens pour qu'ils se calment devant les maladies, devant les accidents. On a eu des grossesses qu'il fallait gérer, des gens qui étaient malades, beaucoup de blessures par balles et impact d'obus. Il ne fallait pas dénaturer notre combat. Notre combat, c'était d'aider à la survie des autres, de rendre le quotidien des autres plus facile. Et ces personnes, j'en ai banni de nombreuses, il faut l'avouer. Lorsque une personne mettait un post à caractère tendancieux, je supprimais d'abord le post, j'envoyais un message à la personne pour lui demander de ne plus le refaire. Et si la personne le refaisait, j'effaçais définitivement le nom de la personne du groupe. Je la bannissais. Il y avait des pillages, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Nous ne gérions pas cela. Nous gérions uniquement que les cas de santé. Et donc c'était la première règle. La seconde règle, c'était que personne ne devait donner des conseils directement sans contacter les administrateurs. Dans la minute qui a suivi, c'est assez merveilleux, mais dans la minute qui a suivi, je reçois un message inbox d'un inconnu qui me dit que lui, il habite dans la même zone. Il a un véhicule, il peut braver le danger et sortir. Mais comment il fait pour les récupérer? Où est-ce qu'il les récupère? Automatiquement, je vais sur le milieu de la chaîne, j'écris au gars, ah, mon frère, voilà, tu as de la chance parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à venir vous chercher. Il demande où est-ce qu'il peut vous récupérer. Ce dernier m'indique le lieu de ramassage. Je dis, bon, il n'y a pas de problème, habillez-vous en tout blanc. Ça, c'est une idée qui est sortie comme ça de la tête. Habillez-vous en tout blanc. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais d'abord, il fait très noir, parce que c'est pas partout il y a de l'électricité en ce moment. 2, il y a des tirs un peu partout. On ne sait pas qui est qui dans le noir. Et vêtu de blanc, déjà les combattants vont se mettre en tête que vous n'avez rien à voir avec le combat, puisque vous êtes vêtu de tout blanc. Si vous avez un grand drap blanc, vous pouvez le tenir sur un gros bâton, le balancer dans tous les sens, tout en convoyant la fille au lieu de ramassage. Il dit, bon, pas de problème, on va essayer. 2 heures, 3 heures, 5 heures du matin, j'attends aucune réponse. Et vers 7 heures, il m'écrit, ah, merci un frère. La fille a bel et bien été conduite vers un centre de santé dans une clinique. Une dame qui avait accouché et dont le mari n'était pas en Côte d'Ivoire avait besoin de lait pour allaiter ses enfants. Elle avait eu des jumeaux, si je me souviens très bien. Le message a été posté sur le mur du groupe comme chaque fois. Et j'ai reçu l'appel d'un monsieur qui est très aimable, qui m'a dit McDonald's, en fait, j'ai vu le poste de la dame qui a besoin de lait. Est-ce que tu peux passer, tu peux voir dans une pharmacie non loin de chez toi si tu peux avoir le lait. Et si c'est possible, tu peux passer récupérer l'argent chez moi pour que je puisse acheter. J'ai vérifié à la pharmacie, une pharmacie d'Atoban. J'ai vu qu'il y avait du lait. Il n'y avait pas de véhicule de transport, donc j'ai marché longuement quand même, pendant 2 heures, je pense, pour aller récupérer l'argent, ensuite acheter le lait et l'acheminer à la dame. Les membres de l'ONG Akendewa sont eux aussi actifs dans cet élan de solidarité depuis Internet. L'un des leurs, le développeur d'applications web Manassé Deye, lance le 2 avril un autre hashtag pour démarquer leurs actions humanitaires et d'entraide des débats agressifs et souvent haineux
qui monopolise CIV 2010 que Manasseh avait déjà initié pour Rwanzome. Le nouveau hashtag est CIV social. Les infrastructures au pays ne nous permettaient pas de continuer nos activités. Les SMS étant suspendus, il était difficile pour recharger les crédits des cellulaires mobiles. Alors, la seule chose que nous pouvons faire pour faire face à tous les blessés, à tous les malades qui avaient besoin d'informations qui allaient leur sauver la vie, c'était de monter un centre d'appel là où il était possible. Puisqu'il n'était pas possible de monter ce call center en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, il fallait le faire dans un pays non loin d'ici. Nous nous sommes portés volontaires pour y aller. Il s'agissait pour les Ivoiriens ou ceux qui avaient besoin d'aide de nous biper, comme on a l'habitude de le faire à Abidjan. C'est une technologie très abidjanaise. Vous bipez, ça ne consomme pas et nous, on vous rappelle. À ce moment, on prend vos coordonnées, on recense le problème et de notre côté, on essaye de trouver la solution et on vous rappelle. Il y avait aussi des gens qui étaient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui s'inquiétaient, qui voulaient avoir nouvelles des gens au pays. Ils appelaient, on essayait de chercher qui pouvait avoir nouvelles de qui et les rassurer. Il y avait aussi des gens qui voulaient juste parler, qui avaient peur, qui voulaient qu'on leur rassure. Pour accompagner le call center d'Accra, en plus du hashtag CIV social, les membres de l'ONG Akendewa créent un groupe Facebook, de même qu'un site internet civsocial.akendewa.org. Une collecte de fonds y est lancée afin de recueillir 5 000 € devant servir à fournir de la nourriture et des médicaments aux victimes, mais aussi pour le fonctionnement de l'opération. En 3 jours, sur les 5 000 € visés, environ 3 000 sont recueillis. Mais les responsables d'Akendewa n'y ont pas accès. J'utilisais la plateforme PayPal. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui permet à des gens qui ont une carte bancaire ou un compte bancaire d'utiliser de l'argent sur Internet, soit pour acheter des choses, ou soit pour envoyer de l'argent gratuit à des frères, à des proches. Donc j'ai utilisé cette plateforme, sachant que la Côte d'Ivoire est sur la liste noire de cette plateforme. Donc on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit qui concerne la Côte d'Ivoire avec cette plateforme. Ni acheter depuis la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit. Ni vendre depuis la Côte d'Ivoire, ni vendre à la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, il y a tellement de choses, il y avait tellement de restrictions. Mais je pensais que j'étais malin. Au bout de 2 jours, ils sont tombés sur moi, comme on dit. Durant les événements, il y avait les numéros des FSI et les numéros du SECOS. Et c'était là la cause du débat, de leur débat. Puisqu'ils trouvaient que nous, on n'était pas censé utiliser le numéro des FSI, vu que c'était eux qui attaquaient le pays. Et ça dépendait en fait des opinions. Ceux qui étaient dans l'autre camp aussi trouvaient qu'on faisait mal d'utiliser le numéro du SECOS parce que le SECOS n'était plus celui qui était en charge des activités sécuritaires à Abidjan. Et le débat allait de gauche à droite, de gauche à droite. Bon, on évitait de s'attarder sur ça, quoi. À 21h, la dame était en travail, il n'y avait pas de moyen de leur venir en aide puisque la clinique était fermée. Ils ont dû revenir chez eux à la maison. C'est ainsi que le docteur Zon leur a dit de prendre leur calme, qui les assisterait pas à pas au téléphone à distance pour leur montrer comment faire pour que la France puisse venir au monde. Il m'a demandé comment c'était. Donc je lui ai dit non, que j'avais mal. Il m'a dit bon, attends 30 minutes que je te rappelle. Donc j'ai attendu jusqu'à un temps, j'avais mal. J'ai attendu jusqu'à il a rappelé. Il m'a dit ma fille, ne t'inquiète pas.
il reste encore 5 minutes. Donc, il m'a dit, bon, les 5 minutes, marche un peu. Donc, j'ai commencé à marcher, je ne pouvais pas. Mais il m'a dit, continue, que ça va aller. Jusqu'à pendant les 5 minutes, et l'enfant est sorti. Depuis quelques jours, les combats au sol sont accompagnés de frappes aériennes. Les victimes collatérales sont nombreuses. Je n'étais pas uniquement devant mon PC. D'ailleurs, beaucoup des médecins qui étaient en Côte d'Ivoire, à Abidjan, particulièrement à cette période-là, allaient de temps en temps sur le terrain, dans leur quartier ou à l'hôpital quand ils pouvaient. Et moi, dans ma zone, c'est-à-dire à la Riviera, il y avait un hôpital qui était là, pas loin, et il n'y avait pas de médecin qui pouvait intervenir là. Et donc, on m'avait fait appel. J'y allais assez régulièrement, c'est-à-dire j'y passais 8 heures par jour ou chaque 2 jours. Je passais pour régler les problèmes de santé et je revenais après sur mon PC. Pendant ce temps, c'était Aurélie Carrel, qui gérait la garde, si on peut dire, sur le net. Et donc, j'y étais pour des consultations. Et on a un obus qui est malencontreusement tombé sur l'hôpital, c'est-à-dire devant l'hôpital. Et malheureusement, il y avait deux jeunes hommes qui étaient assis là et qui ont reçu les impacts d'obus de plein fouet. Et donc, il a fallu gérer comme on pouvait. Il faut dire que des éclats d'obus, c'est reçu en plein fouet, c'est un peu lourd. C'est une urgence chirurgicale extrême. Étant donné que c'était un hôpital communautaire, il n'y avait pas le plateau technique nécessaire pour gérer cela. Donc, on a fait appel à la Croix-Rouge, mais c'était un peu compliqué pour eux d'arriver dans cette zone-là, vu qu'il y avait des combats qui s'est déroulés en ville. Et donc, par téléphone, Aurélie je lui donnais l'instruction, je lui disais, bon, essaie d'appeler la Croix-Rouge, de contacter tous ceux qui pouvaient nous aider pour qu'on nous envoie un chirurgien pour régler la situation. Et donc la Croix-Rouge m'a contacté, un chirurgien traumatologue de la Croix-Rouge qui m'a contacté, qui était en liaison directe, et qui me disait, essaie de faire ça, essaie de stopper l'hémorragie, essaie de les faire tenir le temps que le lendemain, la Croix-Rouge puisse envoyer une ambulance pour les évacuer sur le CHU ou bien une formation sanitaire plus lourde. Ça n'a pas été le cas. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Malheureusement, on a perdu les 2 patients aux environs de 23 heures. Ils ont débloqué le compte. Ils ont dit non, mais je peux faire autant de collectes que je veux et que désormais, si j'ai une collecte à faire, je peux la faire sans... Ce mouvement a influencé certaines décisions. Parce que pendant la crise, il n'était pas possible, par exemple, d'avoir du crédit de communication. Il n'était pas possible d'avoir du crédit pour recharger Internet. Et avec le mouvement qui avait été initié, les entreprises de téléphonie mobile ont donné un accès gratuit à Internet pendant la crise, ont donné du crédit gratuit pendant la crise. Et vraiment, ça montre que les internautes ont laissé leur empreinte et continuent de laisser leur empreinte. Ça nous a fait du bien de vous entendre, d'entendre vos encouragements. Parce qu'on peut être malade physiquement, mais quand moralement on a atteint, c'est plus grave. Mais moralement, on a été soutenu par vous, par les coups de fil et tout ça. Savoir que notre histoire était partagée, des gens qui priaient pour nous, qui pensaient positivement à nous et tout ça, ça nous a aidé, franchement. C'est clair que le groupe ne mourra pas comme ça directement. Il existe toujours. Par semaine, on peut recevoir 5 messages, 6, 7, parfois une dizaine de personnes qui ont des problèmes de santé qu'on conseille toujours. Là, c'est clair que le groupe ne mourra pas, on ne le fermera pas maintenant. Il restera là et quand on pourra, on essaiera d'interagir avec les membres. De leur côté, Abdelkader Dia et William Teddy Aouma, les initiateurs du groupe Chaîne de solidarité pour les déplacés d'Abobo, mettent sur pied une association humanitaire dénommée Cœur solidaire. Nous avons démontré aux yeux du monde entier que les Africains aussi sont capables de se mobiliser et de trouver des réponses à leurs problèmes.